BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus. Que s'est-il passé ce week-end ? Eh bien, en tout cas, le Bitcoin, lui, est dans le vert. Il se maintient toujours au-delà des 52 000 $. Un vent d'optimisme souffle donc. Certains voient même le Bitcoin au-delà des 70 000 $ d'ici le mois d'avril. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Pauline Armandais, journaliste BFM Crypto. Bonjour Pauline. Bonjour Amaury. Ainsi qu'Alexandre Baradez avec nous en plateau, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour Amaury. Un tweet à noter aussi ce week-end, c'est celui d'Edward Snowden, célèbre lanceur d'alerte américain. Selon lui, le Bitcoin est l'avancée monétaire la plus importante depuis la création de la monnaie. Enfin, on prendra des nouvelles de CZ, l'ex-PDG de Binance, donc la première plateforme d'échange au monde. Mais d'abord, on va faire un petit peu le point sur le cours, le marché crypto qui continue de monter. On a repassé, ça y est, la capitalisation totale du marché crypto est de 2000 milliards de dollars. Ce n'était pas arrivé depuis plus d'un an. Pauline, on a une société effectivement spécialisée dans pour prévoir les cours des cryptos, qui prévoit un Bitcoin à plus de 70 000 $ d'ici le mois d'avril. Ça paraît assez fou, mais est-ce que c'est réaliste ? Alors, effectivement, ce sont les prévisions de cette société qui se basent sur deux éléments fondamentaux. À la fois le halving qui aura lieu en avril prochain, plus précisément le 19 avril, et en même temps sur un indice, l'indice dit RSI, Relative Strength Index. Peut-être que je vais d'abord parler du halving et notamment de son impact. Bien sûr, qui aura lieu dans 60 jours. Dans 60 jours. Exactement. En fait, la société, elle explique qu'effectivement, donc cet événement majeur qui consiste en fait en la réduction de moitié des bitcoins qui vont être donnés aux mineurs de bitcoin. Ces mineurs de bitcoin qui, on le rappelle, en fait, en sécurisant le réseau, ils vont recevoir des bitcoins. Sauf qu'en fait, pour financer leur activité, ils vont devoir remettre, en tout cas, vendre ces bitcoins, donc les mettre en circulation sur le marché. Et en fait, tous les 4 ans, le halving va réduire de moitié donc, ces bitcoins qui sont donnés aux mineurs. Et on va passer de 6,25 bitcoins donnés à 3,125. Et donc, du coup, il y aura moins de bitcoins qui vont être mis en circulation. Donc, l'offre sera moins importante. Et a priori, la rareté du bitcoin fera augmenter son prix. Et pour revenir donc à l'étude de cette société, donc 10 qui s'appelle 10 Research, elle explique que en gros, au cours des 3 cycles précédents, donc des 3 halvings précédents, 60 jours avant cet événement, le Bitcoin a augmenté d'environ 32%. Et de 30% 8 semaines après cet événement. Et donc, si on se projette sur le 19 février, sur le 19 avril, qui aura lieu pile 60 jours après, la société considère que le Bitcoin pourrait dépasser son pic historique de 69 000 $ à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment pour l'analyse du halving et de la probable augmentation du cours du Bitcoin. Oui, c'est intéressant, très intéressant, parce qu'on est tous un petit peu perdus, Alexandre, parce qu'on voit qu'il y a des performances quand même assez spectaculaires pour le Bitcoin. Donc on le rappelle, on l'a beaucoup dit sur cette antenne, mais on a des ETF Bitcoin Spot qui ont été acceptés aux États-Unis, c'était attendu depuis plus de 10 ans. On les a. Il y a eu un léger sell the news qui, il semblerait-il en tout cas, est terminé. Puis maintenant, ça continue de monter. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que quand on regarde les cycles précédents, effectivement, après le halving, le cours du Bitcoin c'est toujours apprécié. Mais souvent, avant, à ce moment-là du cycle, on a une correction qui, semblerait-il, en tout cas pour l'instant, ne vient pas. Alors, est-ce qu'elle viendra dans les semaines qui viennent ? Peut-être. Mais là, en tout cas, le Bitcoin continue d'augmenter. Et c'est assez impressionnant. On a l'impression que ça ne va pas s'arrêter, alors que dans les cycles précédents, il y a eu cette correction. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai aussi que les moyennes par rapport à halving, quand on regarde les halvings précédents, c'est pas forcément ça de tirer une conclusion. Parce que si on regarde des périodes un peu plus longues, au-delà de 60 jours, même 300 jours, donc une année avant le halving, le dernier halving, la perf était à peu près de 17-20% sur l'année qui a précédé le halving. Et si on remonte aux 2 halvings précédents, donc de 2014 et on a là des performances de
plus de 300% avant cette période-là. Donc, établir une moyenne sur des choses qui interviennent tous les 4 ans n'est pas forcément simple, mais par rapport à l'argument, est-ce que finalement, pour avoir une correction avant un événement qui comme vous l'avez dit, va raréfier l'émission et donc avec une demande qui est toujours présente, faire monter les cours, il y a des arguments un peu aussi d'ordre macroéconomique qui plaident pour ça. Quand vous regardez, aujourd'hui, les cryptos et le Bitcoin, c'est devenu une classe d'actifs en fait. On la place aux côtés des obligations, des actions, des devises. C'est perçu en tout cas par la finance traditionnelle comme un nouvel actif. Et ce nouvel actif, on l'a vu même dans un passé pas si lointain, réagir à un environnement de taux, un environnement de dollars, un environnement de banque centrale. Et on remarque quoi ? Bien que ces dernières semaines, on a un environnement de taux qui s'est redurci un petit peu. C'est-à-dire que les taux étaient beaucoup détendus sur la période octobre-décembre. Et d'ailleurs, le Bitcoin avait connu un sacré rallye à ce moment-là, comme toutes les classes d'actifs. Et ensuite, les taux se sont un petit peu retendus aux États-Unis, aussi en Europe, parce qu'on voit que l'inflation aux États-Unis est assez résiliente. On voit que les velléités de baisser les taux de la part des banques centrales. Les dernières infos qu'on a eues, effectivement, c'est que les taux des banques centrales finiront par baisser, notamment aux États-Unis, la Fed, mais a priori peut-être plus tard que prévu. Oui. Et pourtant, le cours du Bitcoin se maintient. Oui, et c'est là qu'il y a quelque chose d'assez divergent. C'est-à-dire quand vous regardez cette classe d'actifs, vous regardez les devises par exemple, quand les taux sont redressés, depuis à peu près un mois et demi, le dollar s'est redressé. Ça suit les rendements américains. Quand vous regardez l'or, par exemple, qu'on compare de temps en temps au Bitcoin, l'once d'or s'est déprécié également. L'once d'or libellée en dollars a perdu en valeur. Et vous regardez en revanche le Bitcoin, il s'est plutôt comporté finalement comme un actif technologique. C'est-à-dire qu'il a continué à grimper comme le Nasdaq, par exemple, assez peu sensible à cette thématique d'inflation résiliente et de baisse de taux qui était repoussée de la part des banques centrales. Et selon moi, c'est là qu'on pourrait les deux les mettre entre guillemets dans le même panier, un peu les valeurs technologiques, Nasdaq, et puis Bitcoin. Et considérer que finalement, ce manque de sensibilité peut être perçu peut-être comme un peu d'euphorie, un peu de complaisance, et après on pourra élaborer si vous voulez, plutôt que comme un signal, c'est quand même une preuve de résilience avant tout, mais à court terme, peut-être un peu de complaisance par rapport à la réalité finalement de ce qu'ont fait les banques centrales, à la réalité des taux. Voilà, donc moi j'ai un petit peu ce sentiment que, et vous savez, je suis bullish à moyen terme. Ce que vous dites, c'est que le Bitcoin serait dans le déni finalement. Oui, mais pas un déni d'exagération comme on a pu le connaître par exemple sur les bulles post-Covid. Plutôt une phase où les bonnes nouvelles qu'on a pourtant déjà plusieurs fois intégrées, c'est-à-dire que le rallye depuis octobre, on rappelle, c'est la résultante anticipation des émissions d'ETF, c'était la détente des taux, baisse de l'inflation, c'était également la valeur refuge, risque au Proche-Orient, valeur refuge. Aujourd'hui, on continue, et je pense c'est un vrai argument à moyen terme, de dire, oui, mais regardez, les flux Bitcoin, désormais, on les voit, flux ETF, ils sont bien là, et ça soutient Bitcoin. Sauf erreur de ma part, ce que le marché jouait entre octobre et décembre, et même avant donc les émissions et la validation par la SEC, c'était bien ces flux que le marché jouait. Et donc ces flux que l'on repaie actuellement, on va les payer à moyen terme, mais à un moment donné, quand le marché a déjà bien payé par anticipation, pourquoi considérer que ces nouvelles-là vont encore produire les mêmes effets alors que ces effets ont déjà été quand même payés par le marché entre octobre et décembre, on va dire. Donc voilà, pour moi, ça appelle à un peu de consolidation et un petit retour sur 50 000, entre 42 et 48 000, qui serait plutôt sain par rapport aux fondamentaux qu'on voit actuellement. Alors, ce qui est vrai, c'est que toutes ces bonnes nouvelles ont a priori été pricées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelles mauvaises nouvelles pour arriver sur le marché. Et là, pour l'instant, j'en vois pas tant que ça. C'est-à-dire que les taux des banques centrales, bon, on a déjà eu la nouvelle comme quoi ça baisserait peut-être un peu plus tard que prévu. Il y a le halving qui arrive, mais ça, c'est une bonne nouvelle parce que là, on voit que la demande pour l'instant est supérieure à l'offre, alors que l'offre va diminuer en avril. Il y a les élections américaines en novembre 2024 qui, historiquement, sont plutôt bonnes pour le cours des actifs risqués. Voilà, je vois pas tellement quelle mauvaise nouvelle on pourrait avoir là. Donc, pour vous, Alexandre, on pourrait avoir un retracement, mais qui serait a priori pas très important. C'est juste le marché qui finalement manquerait un petit peu de produits dopants, entre guillemets. Oui, c'est complètement ça. C'est pas tout l'idée de dire qu'on a les mêmes risques qui se présentaient à nous en 2022 quand on passait de taux à 0% à plus de 5% pour la Fed en l'espace de à peine un an et demi. Là, effectivement, vous l'avez dit, le gros des bonnes nouvelles d'un point de vue monétaire est devant nous. Les baisses de taux à venir, la fin de l'ajustement du bilan de la Fed, ce genre de choses qui contraignent la liquidité, c'est plutôt des catalyseurs à venir pour Bitcoin. Mais c'est finalement c'est plutôt l'aspect
combien de fois les bonnes nouvelles à court terme devront être pricées. Une fois qu'elles le sont, une fois qu'on a intégré la question des flux ETF, une fois qu'on a intégré la question de l'inflation qui effectivement ne repartira pas, c'est plus dans la nuance. On est dans la nuance qui est celle que, par exemple, les progrès qu'on a fait sur l'inflation qui drive un peu les taux aux États-Unis, même largement les taux, eh bien, on voit qu'on a un peu une poche de résilience actuellement. On l'a vu la semaine dernière, prix à la production ou autre. C'est des choses qui ne sont pas dramatiques en soi, qui ne sont pas là à nous dire attention, l'inflation va repartir, donc les taux vont redécoller et donc la Fed va encore être encore plus sévère. C'est pas ça, c'est que l'inflation montre une forme de résilience et que donc quand on a beaucoup anticipé la détente des taux, beaucoup anticipé les baisses de taux à venir de la part de la Fed et qu'elles ne viennent pas au mois de mars comme le marché le pensait il y a encore quelques semaines, mais qu'elles seront plutôt là peut-être fin du T2 voire début du T3, eh bien il faut ajuster un petit peu la prise de risque par rapport à ça. Et c'est dans ce sens-là, en fait. Et c'est pour ça que je parle de niveau 42-48. Vous voyez, on ne dit pas qu'on pense que ça va revenir à 10 000 ou à 15 000. Ça, j'y crois pas du tout. C'est plutôt de considérer que la consolidation, ça fait partie d'un processus qui est plutôt sain et qui doit être respecté quand les critères financiers et on le voit, le Bitcoin a réagi à ça. Je suis d'accord que la question des flux ETF, c'est important, mais tout le cycle qu'on a connu 2020, énorme bulle 2021 et éclatement de la bulle ensuite, c'était un cycle majoritairement drivé par la liquidité de la Fed et par le niveau des taux. Donc aujourd'hui, on minore un peu cet aspect-là. Je vous rassure, on le minore aussi sur le marché actions, sur les techs par exemple. Mais justement, quand on voit des comportements un peu similaires, valeurs technologiques et Bitcoin, moi je considère qu'il y a un petit peu de place pour de la consolidation, mais encore une fois, revenir à 42-48 pendant quelques semaines serait plutôt perçu comme une opportunité, comme une façon de se réinstaller dans une zone normale par rapport aux fondamentaux, et absolument pas comme un top qui se mettra en place ou ce genre de choses. Voilà, plutôt une phase latérale un peu consolidante. Bon, et puis on a eu aussi un tweet ce week-end. Alors, je suis pas sûr que ce soit ça qui ait forcément maintenu le cours du Bitcoin, mais c'est intéressant, un tweet je le disais, d'Edward Snowden, célèbre lanceur d'alerte américain, qui a tweeté « Impopulaire mais vrai, le Bitcoin est l'avancée monétaire la plus importante depuis la création de la monnaie ». Pauline, c'est quand même assez fort. Alors bon, on n'a pas tellement plus d'éléments à ce jour, mais c'est quand même une déclaration importante. Oui, c'est une déclaration importante, surtout que Edward Snowden est vraiment une figure, notamment pour énormément de personnes, y compris dans la communauté Bitcoin, puisque d'ailleurs c'est pas la première fois qu'il parle du Bitcoin et qui fait des tweets sur le Bitcoin. Il y avait eu un tweet notamment en novembre 2022 quand FTX s'était effondré et à ce moment-là, Edward Snowden avait dit que ça serait peut-être intéressant, en tout cas lui il avait dit que ça serait intéressant pour lui de racheter du Bitcoin parce que c'est évidemment un moment à saisir quand le Bitcoin s'effondre pour pouvoir aller sur le marché et acquérir des Bitcoins. Et c'est vrai que toute la philosophie même des cypherpunks qui en lien avec le Bitcoin et qui vante aussi les mérites de cette crypto-monnaie pour protéger sa vie privée. Elle est évidemment partagée par ceux qui qui vont soutenir aussi Edward Snowden. Donc c'est un tweet qui peut se comprendre. C'est pas très fréquent, mais en tout cas on connaît ses positions par rapport au Bitcoin. Edward Snowden, il s'était déjà illustré dans le milieu des crypto-monnaies puisqu'il avait été aussi à l'initiative d'une crypto-monnaie dite anonyme, Zcash. Donc c'est vrai qu'on sait qu'il a un vrai engagement dans ce secteur. Et pareil, en opposition au Bitcoin, Edward Snowden s'était déjà positionné pour critiquer les monnaies digitales de banque centrale qui sont des projets à l'heure actuelle de certains États, que ce soit des États-Unis. Il y a beaucoup d'États qui s'y mettent, les États-Unis, même chez nous aussi en Europe. Il y a un projet d'euro numérique aussi qui devrait voir le jour en 2027. Beaucoup d'États s'en occupent, mais en fait c'est intéressant parce qu'on entend un peu tout et son contraire concernant les données, notamment de blanchiment d'argent. Et on voit que selon un rapport de Chain Analysis, le blanchiment de crypto-monnaies serait en chute libre. Pauline, est-ce qu'on peut peut-être rappeler rapidement ce qu'est Chain Analysis? C'est une société qui analyse ce qui se passe sur la blockchain, c'est ça, qui lit un peu ce qui se passe dans la blockchain. Oui, Chain Analysis, c'est cette société. Elle est
notamment un des actionnaires principaux quand même de Chainalysis, c'est Binance, le géant des crypto-monnaies. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, pour le marché, c'est plutôt une société de référence parce qu'elle donne vraiment des données très globales et donc elle sort des rapports sur différentes thématiques qui concernent le secteur et qui sont quand même relativement fiables pour cette société. Et ce qui est intéressant aussi, vous parlez d'Edward Snowden juste avant, c'est que quand il y a des réseaux mafieux qui veulent se servir des cryptos pour couvrir certains usages illicites, ils se servent avant tout du Bitcoin qui pourtant est une blockchain publique. Alors oui, alors ça, au niveau du Bitcoin, c'est vrai que c'est plutôt un rapport là, américain qui a notamment mis ça en évidence. C'est le réseau américain de lutte contre la criminalité financière, le FinCEN, qui est une autorité de régulation aux États-Unis et qui a expliqué en fait que, notamment dans le cadre de certaines activités illicites, et là, le rapport cite plus précisément l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet ou alors la traite des êtres humains. C'est vrai qu'entre 2020 et 2021, les acteurs malveillants avaient notamment utilisé le Bitcoin comme moyen de paiement dans le cadre de ces activités illicites. Bon, en tout cas, voilà, il y a ces chiffres qui arrivent là, mais on l'a souvent dit aussi dans ces émissions, paradoxalement, avec l'approbation des ETF Bitcoin Spot, il y a les flux entrants qui arrivent. 10 ETF sur les 11 avaient des flux positifs. Le 11e, celui de Grayscale, avait des flux négatifs, mais ça se calme de plus en plus. Donc la pression acheteuse et les flux entrants sont de plus en plus forts dans le marché. Mais ce qui est aussi un gros game changer, Alexandre, c'est aussi toute la promotion que vont faire ces entreprises-là, qui vont être, entre guillemets, les premiers attachés de presse du Bitcoin. Larry Fink a déjà commencé à le faire, le patron de BlackRock, lui qui disait du Bitcoin il y a encore quelques années que c'était l'indice du blanchiment d'argent, lui a fait certaines déclarations qui laisseraient sous-entendre que le Bitcoin pourrait être une valeur refuge. Oui, complètement, et c'est pour ça qu'on l'intègre, nous, au niveau de l'analyse, comme aujourd'hui une classe d'actifs, même comme un actif financier, en fait, qui réagit en fonction de flux, en fonction d'une actualité proprement sectorielle, parfois liée à la liquidité, parfois liée à l'environnement des taux, donc on regarde différentes composantes comme ça, mais c'est vrai que la question des flux était majeure, et c'est d'ailleurs pour ça que le marché s'est aussi emballé, mais c'est pas le terme, c'est pour ça que le marché est aussi parti en octobre, novembre, décembre, quand il sentait que la décision de la SEC commençait à se rapprocher, parce que c'est tout ce qu'il y avait derrière, en toile de fond, que le marché décelait. C'est la question de flux, justement. Quand vous avez des Fidelity, BlackRock ou autres qui poussent pour un ETF Bitcoin... Mais on ne pensait pas que ces flux arriveraient aussi vite, tout de suite. C'est-à-dire pas mal de gens pensaient qu'il y aurait un sales news, qui a eu lieu d'ailleurs, mais qui durerait plus longtemps, qui aurait été plus fort. Là, finalement, les flux sont presque meilleurs espérés que par certains. Les flux entrants, je parle aujourd'hui. Moi, je ne suis pas surpris parce qu'encore une fois, il faut bien voir la dimension de ces établissements-là. C'est les mastodontes de la gestion de l'épargne retraite aux États-Unis, de l'épargne tout court. Donc, oui, on aurait pu croire que ça prendrait plus de temps. On aurait pu se dire, oui. Ceux qui ont déjà acheté du Bitcoin n'ont pas attendu les ETF pour le faire. Il y aurait tout un travail qui aurait pris des semaines, des mois pour que les clients, justement, de ces gestionnaires d'actifs-là finissent par acheter du Bitcoin. Et finalement, ça va relativement vite pour l'instant. Oui, mais certains le font aussi parce qu'ils ont mandat pour le faire. C'est-à-dire que quand vous avez des gestionnaires d'actifs aux États-Unis qui ont mandat pour diversifier leurs avoirs, à partir du moment où la SEC vous dit que vous avez le droit de d'émettre un ETF et donc le gérant lui-même aux États-Unis a le droit d'acheter l'ETF, dans son mandat, instantanément, et une allocation d'actifs, il doit se faire et donc il décide d'allouer 5% du patrimoine, par exemple, à la crypto. Donc ça peut aller vite. Et tout à l'heure, vous posez la question, qu'est-ce qu'à mon avis qui pourrait être aussi parfois un peu concurrencer ces ETF Bitcoin, c'est l'émission, l'évaluation d'ETF suivants, ETF Ethereum ou d'autres cryptos, où là il y aurait une diversification possible, et à ce moment-là les flux peut-être seraient un peu redirigés, ou en tout cas diversifiés sur d'autres types d'ETF. Ça, je pense, ça va être l'étape d'après. Si on a validé un ETF Bitcoin, je ne pense pas qu'il y en aura 50 derrière non plus sur toutes les cryptos, mais sur le top 5 ou top 10, probablement qu'il y aura effectivement des ETF validés sur les 12 à 24 mois qui arrivent. Mais c'est sûr que tout à l'heure vous disiez, et ça je vous rejoins 100% là-dessus, que les bonnes nouvelles sont quand même devant nous. Moi, quand je parle de consolidation, je vous parle de choses de finalement, c'est une consolidation assez minime. Voilà. A priori, on ne sait pas, encore une fois, attention, mais
après vous parliez d'une consolidation qui n'irait pas en deçà des 42 000 $. Bon, ça reste quand même assez élevé. Oui, je ne trouve pas ça très élevé quand on voit les amplitudes de variation, mais ce qu'il faut regarder, ce tableau d'ensemble qui est quand même beaucoup plus avantageux aujourd'hui qu'il l'était il y a quelques temps encore. Quand vous regardez par exemple les volumes, le rallye que vous avez connu là depuis 4 mois, c'est fait dans des volumes normaux. C'est-à-dire qu'on est largement sous des volumes, par exemple, qu'on connaissait en 2020, 2021, par exemple, où sur le marché des cryptos, il y avait des 300 milliards de dollars jour de volume. Aujourd'hui, le rallye s'est fait que des volumes qui vont de 10 milliards à 100 milliards. On n'a pas dépassé les 200-300 milliards de volume d'échange quotidien sur le marché crypto. Donc, ce qui veut dire il n'y a pas l'aspect spéculatif qui faisait gonfler les bulles auparavant en 2021, on n'en a pas retrouvé cette fois-ci. Et ensuite, la volatilité aussi. La volatilité à 12 mois du Bitcoin, donc c'est une volatilité moyen terme, aujourd'hui, elle évolue sur ses plus bas historiques. On est sur des niveaux un peu en dessous de 30 de volatilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, il y a éventuellement un potentiel de hausse devant nous qui est important. Oui, c'est-à-dire que ça se fait avec des volumes qui ne sont pas exagérés, ça se fait d'une volatilité qui est maîtrisée, ça se fait dans un environnement où la liquidité, on l'a dit, est assez contrainte quand même par la Fed. La diminution, la réduction du bilan de la Fed, ça contraint la liquidité. Donc il n'y a pas d'euphorie à l'heure actuelle. Ça monte, mais sans euphorie. Et ça s'est fait en plus, du coup, effectivement, avec des acteurs un petit peu différents des rallyes précédents. Là, il y a beaucoup plus institutionnel. Il y a aussi un public qui n'était pas le public averti ou des initiés qui a joué le rallye précédent. Les effets de levier sont moins là aussi. Donc tout ce qui crée la bulle, cette fois-ci, on ne l'a pas dans les items qu'on regarde. Donc, c'est une hausse qui est beaucoup plus saine, en fait, qui s'est créée depuis quelques mois. Dernière question, justement, par rapport à ce marché. Vous dites, voilà, Bitcoin ou le reste des cryptos, mais en tout cas, là, on parlait plus précisément de Bitcoin, est en train de devenir un actif financier à part entière. C'est intéressant. Est-ce que c'est un actif, justement, qui serait décorrélé des autres actifs qui existent sur le marché, ou alors ce serait un actif qui pourrait se différencier du reste des marchés financiers traditionnels, justement parce qu'il évoluerait différemment? Quelle est votre vision par rapport à ça? Il va être... Moi, j'aimais le comparer à l'or, mais il est différent de l'or. Mais j'aimais le comparer dans le sens où, si on prend l'or, par exemple, l'or, c'est à la fois un métal, c'est un actif valeur refuge, c'est un actif qui réagit en fonction des devises, donc du dollar, c'est un actif qui réagit en fonction des taux, c'est un actif qui réagit en fonction de la demande industrielle, donc c'est un actif plurifacette, en fait. Et je pense que Bitcoin aura, sur des critères un peu différents, mais cet aspect plurifacette, en fait, où il va à la fois réagir en fonction de la liquidité, en fonction de l'activité sectorielle type ETF, par exemple, de l'activité géopolitique aussi. On l'a vu avec l'émergence de la crise au Proche-Orient en octobre. Donc pour moi, il y aura cet aspect. Oui, là, le Bitcoin a réagi comme l'or, voire même était monté plus que l'or, oui, tandis que toutes les autres classes d'actifs avaient baissé. Oui, voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas le considérer comme quelque chose qui restera du domaine de la crypto uniquement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait la SEC. Elle a fait sorti du registre purement crypto ou autre. Donc il faut le voir, oui, comme un actif un peu plus multifacette, mais qui sera quand même un peu différent de ce qu'on a sur l'or, sans être en revanche totalement à 90% différent des items qui font réagir l'or. Donc c'est un actif numérique, mais j'aurais une approche à peu près similaire à celle qu'on porte sur l'or, en regardant finalement toutes les facettes, liquidité, taux, dollar, actus sectoriel, valeur refuge, etc. Et pour l'or, vous êtes positif dans les mois à venir? Je le suis, donc pas raison d'être négatif sur Bitcoin à horizon moyen terme. Pauline, on prend là pour finir des nouvelles de Changpeng Zhao, donc voilà, l'ancien PDG de Binance, donc la première plateforme d'échange encore à ce jour. Il ira peut-être en prison, en tout cas on ne sait pas. En tout cas, il y a une décision qui est censée être rendue en avril, donc c'est bientôt, c'est d'ici 2 mois à peu près. À quoi on peut s'attendre? Oui, alors c'est intéressant d'en parler parce que normalement on devait connaître l'issue de sa peine de prison là, cette semaine, le 23 février, et finalement ça a été reporté au mois d'avril. Jusqu'à présent, on ne sait pas encore vraiment ce qui l'attend. Les peines, selon les experts, elles varient entre 18 mois de prison jusqu'à 10 ans de prison. Donc c'est vraiment assez... il y a un vrai grand écart sur la peine qu'il devra purger. On le rappelle quand même, c'est vrai qu'en mi-novembre, Binance a été... Binance a dû payer une amende qui est assez record, de plus de 4 milliards de dollars à la justice américaine pour mettre fin à une enquête la concernant, puisque Binance a notamment... la justice a reproché à Binance d'avoir opéré sans respecter la réglementation. Il y a eu des accusations aussi de blanchiment. Donc c'est dans ce cadre notamment que Changpeng Zhao CZ a démissionné et il avait été condamné à verser aussi une amende de 50 millions de dollars et une caution de 175 millions de dollars pour être libre
jusqu'à présent. Mais c'est vrai que, étant donné que Binance a été vraiment sous le feu des projecteurs ces derniers mois et a quand même vraiment a dû payer aussi une amende de 4,3 milliards de dollars aux États-Unis, donc ce qui est colossal. Et pour des faits qui sont reprochés, évidemment, qui sont graves en termes de blanchiment d'argent, on s'attend quand même à une peine assez importante pour son patron. Mais réponse en avril prochain. Effectivement, on suivra ça, Pauline, dans les semaines qui viennent. En tout cas, article à retrouver sur notre site web BFM Crypto, notamment voilà, pour suivre toute l'actualité crypto. On rappelle, allez sur notre site web BFM Crypto. D'ailleurs, votre newsletter sort ce soir à 18h dans votre boîte mail. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir été avec nous. Pauline Armandais, journaliste BFM Crypto. Donc, Alexandre Barlez, chef analyste chez IG. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée. À demain, 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.